pour ce qui va Oui, se passer demain. C'est un atout, tout à fait. D'ailleurs, ce fameux ministère des Territoires a été imaginé à l'origine par Dominique Bussereau lui-même. C'est lui qui a soufflé l'idée à Emmanuel Macron. Il a l'oreille du président Dominique Bussereau lui-même. C'est pas non plus un frondeur dans l'âme, hein. C'est quelqu'un qui a siégé de l'autre côté de la table dans les négociations avec les élus locaux. Il a été ministre en charge du budget, en charge des transports. C'est un Girondin, enfin, qui est issu d'ailleurs de cette région de France, enfin, du bord de la Gironde. Donc lui aura sans doute à cœur de retisser les fils du dialogue. Il y a un petit clivage d'ailleurs de ce point de vue-là entre les trois présidents d'associations d'élus. Hervé Morin, lui, quand même, président de Région de France, a un discours parfois plus musclé. François Baroin également a quand même un propos très incisif vis-à-vis de l'exécutif. Et Dominique Bussereau, c'est le tempéré? Oui, c'est plutôt le tempéré, le Girondin. On en revient toujours à ça. Eh bien, on suivra tout ça demain avec vous, Jean-Baptiste. Ce débat entre les ministres et les 6 présidents de département, il aura lieu sur notre antenne en direct à partir de 12h15. Mais en attendant, on en parlait, on va suivre ce qui est le temps fort de cet après-midi, les discours d'Hervé Morin, le président des régions de France, et de François Baroin, le président de l'Association des maires de France, qui sont donc venus ici aux côtés de Dominique Bussereau pour montrer cette union des territoires face au gouvernement. Je vous propose tout de suite d'écouter leur discours. Merci Monsieur le Président, mon cher Dominique, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Monsieur le Président de l'Association des régions de France, mon cher Hervé, Monsieur le Secrétaire général représentant l'État ici présent. Alors, il y a peut-être des choses dont vous avez été favorisé de la confidence en lisant la presse ces dernières semaines, qui pourront vous heurter. Il n'y a rien de personnel, je m'en excuse au préalable, et puis dans un grand courage, je partirai avant d'entendre éventuellement votre réponse, puisque j'ai un train à 15h15, donc si vous voyez que ma situation est extrêmement facilitée, mais je voulais le dire, nous allons aborder dans quelques instants, évidemment, les sujets que nous avons en commun. Je voudrais évidemment saluer le président du département, le remercier pour son accueil chaleureux, ainsi que toute l'équipe du conseil départemental, saluer mes amis membres du bureau, président des groupes, François Sauvadet, et tous les membres de l'Assemblée des départements de France. C'est un grand honneur et une grande joie, cher Dominique, d'avoir reçu ton invitation et de pouvoir répondre présent à ce congrès qui s'inscrit dans un contexte que nous savons. Nous venons de signer cet accord de Rennes, qui est la continuité naturelle de l'appel de Marseille, qui est la conséquence unique, non seulement depuis les lois de 82, mais je dirais sous la Ve République, d'une volonté affirmée, publique, déterminée, inscrite dans la durée, de marcher main dans la main, région de France, département de France et commune de France. Tous ceux qui sont passionnés sous le regard bienveillant du président du Sénat, qui connaît ces sujets aussi bien que nous et depuis tant de temps et qui les porte avec autorité et sens de l'efficacité devant la Haute Assemblée, savent que depuis 30 à 40 ans, ça a toujours été chat et chien entre nous. Tantôt, c'est passe-moi le rhubarbe, je te passerai le séné, je vais te piquer un bout de fiscalité, je pourrais financer mes politiques publiques. En même temps, je voudrais que tu me files une subvention qui va remplacer le 67-51, qui est désormais sous l'autorité des préfets dans le cadre de la DETR. Bref, tous ces sujets, on les connaît par cœur. Et ça a toujours été presque un mur de glace, pas tout à fait celui de Game of Thrones, quelque chose d'infranchissable absolument et de changer de nature, mais qui, naturellement, nous a plutôt opposés. C'est un exploit, il faut le dire, qu'en 15 mois, les mesures additionnées, en l'occurrence par le pouvoir en place, nous aient amené à lancer cet appel de Marseille pour une nouvelle décentralisation. Je dois la vérité de reconnaître que ce gouvernement n'est pas le seul responsable d'un processus qui se délite depuis plusieurs années, et je dois la sincérité également de le dire, qu'ayant été avec Dominique et avec Hervé, membres de gouvernement qui, au pic de la crise financière, avons été amenés à demander et à solliciter aux collectivités locales le prix d'un effort, d'une maîtrise du transfert des dotations vis-à-vis des collectivités territoriales. La période était exigeante, elle ne devait s'inscrire que dans un périmètre et un encadrement que de 3 ans. La fin de l'arrêt de l'effort demandé aux collectivités locales était prévue pour 2013. La poursuite de cette politique de réduction des dotations, de remise en cause de l'autonomie financière,
de remise en cause de l'autonomie fiscale, bref, de remise en cause de la libre administration des collectivités territoriales et donc du principe validé par le président Chirac et le Premier ministre Raffarin sous l'autorité des constituants de l'époque, avec la modification de l'article portant organisation décentralisée de la République. Tout cela additionné et inscrit dans le temps nous amène à nous interroger sur l'avenir de ce qu'est une liberté fondamentale garantie par la Constitution, la décentralisation, de ce que signifie précisément une libre administration des collectivités territoriales quand on est parfois vécu comme des succursales ou des filiales de l'État. Il va falloir le dire précisément, ce sera le sens du discours que nous porterons au Congrès des maires de France, de ce que signifie le cadre défini par la loi, si c'est uniquement la loi de finances ou si c'est un cadre plus général. Bref, les enjeux sont fondamentaux, mais cet appel, cette unité des régions, des départements et des communes de France est unique dans l'histoire et doit être reçu comme un message qui va s'inscrire dans la durée. Pêle-mêle, sans refaire l'histoire, puisque nous aurons l'occasion de nous retrouver dans 15 jours, l'Assemblée des départements de France, l'Association des régions de France seront les invités d'honneur pour la première fois au Congrès des maires de France. Nous allons, aux côtés du président Larcher, inaugurer le Salon des maires. Nous allons ouvrir le Congrès des maires de France et nous allons mettre en perspective les travaux qui sont devant nous pour une nouvelle décentralisation. Le statu quo n'est plus possible sur la forme comme sur le fond. Le gouvernement mis en place il y a 15 mois a manifesté des intentions, plus de dialogue, plus d'écoute, peut-être même des négociations, ouvert des chantiers difficiles, délicats, constatant des politiques publiques partagées sur lesquelles il avait sa part de responsabilité. Un mois après les élections législatives, nous apprenons que l'effort qui est demandé aux collectivités territoriales, tout confondu, n'est pas de 10 milliards comme prévu par l'engagement pris par le candidat devenu président de la République devant le Rassemblement des maires de France, mais de 13 milliards. Je rappelle, et je le dis en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, pour que tout le monde l'ait bien en tête, la répétition étant probablement l'une des meilleures pédagogies, les 11 milliards sous la présidence Hollande ont eu un impact de 30% d'investissement public local en moins. 10% d'investissement public en moins dans un modèle économique comme celui de la France, c'est 0,2 point de croissance. Rien que l'effort qui a été demandé a coûté plus d'un demi-point de croissance à notre pays, plus le soutien aux bâtiments, aux travaux publics, aux PME, aux TPE, à tout ce qui tient nos départements. Nous ne pouvons donc pas accepter naturellement un effort supplémentaire de 13 milliards. Nous l'apprenons le jour de l'ouverture de la Conférence nationale des territoires. C'est dire si le caractère sympathique et convivial d'un dialogue qui devait s'installer en découvrant une mesure que nous allions contester s'est un peu altéré au cours du déjeuner sous ta présidence, puisque c'était au Sénat, mon cher Gérard. Je pourrais ensuite additionner toutes les mesures qui ont été proposées. La mesure APL a pour conséquence, quelques mois plus tard, de tourner le dos à un modèle de la construction d'une certaine idée des bailleurs sociaux, outils au service du développement immobilier et social de chacun de nos territoires, qu'ils soient départementaux ou qu'ils soient municipaux ou sous l'autorité d'une métropole ou sous l'autorité d'une agglomération. Cet effort demandé remet en cause les financements et suggère aussi, en questionnant, puisque un représentant de la Caisse des dépôts, le numéro 2, est ici présent dans cette salle, des interrogations légitimes sur les garanties des garanties. Je rappelle qu'on a quand même 150 milliards de positionnés en garantie d'emprunt portés par les départements, les communes ou les intercommunalités à l'égard des sollicitations pour les bailleurs sociaux. Les conséquences, nous les connaissons après 2020, c'est-à-dire après les municipales, blocage de tout plan d'investissement de réhabilitation dans nos quartiers, sous-dotation pour le renouvellement urbain, interrogation légitime sur les productions de logements dont la France a par ailleurs besoin, plus le phénomène de boule de neige qui entraîne dans une avalanche assez naturelle la promotion immobilière dans un blocage, alors que nous avons des enjeux absolument immenses, y compris sur le plan économique et naturellement sur le plan social, puisqu'il y a une précarité qui amène beaucoup de Français, de nos administrés, usagers de nos services publics, à solliciter les bailleurs sociaux pour avoir des habitations à loyer modéré. Je pourrais revenir longuement sur la problématique des emplois aidés, je pourrais m'arrêter singulièrement sur cette drôle d'idée d'une contractualisation où il y a juste un acteur qui dit vous signez en bas de la page, je vous propose un couteau, c'est pas un canif, je vous propose un revolver, c'est pas la roulette russe et c'est pas des balles à blanc, et vous signez, l'affaire est réglée. Je veux dire dès à présent, et nous aurons l'occasion de l'évoquer au Congrès des maires de France, que déjà la martingale du 1,2 qui devrait, dans l'esprit du gouvernement, permettre d'atteindre la cible des efforts des 13 milliards à la fin de la législature en 2022, ne sera pas atteint. Et je préviens dès à présent que si dans le collectif budgétaire, Monsieur le Président du Sénat, au cours du premier semestre, censé avoir à connaître de la problématique du remplacement de la taxe d'habitation, il est demandé un effort supplémentaire, car l'inflation étant à 1,7, on a déjà un gap de 0,5.
Donc l'objectif ne sera pas atteint. Je préviens déjà solennellement l'État qu'il est hors de question de se retrouver une fois de plus dans une sollicitation supplémentaire d'une problématique budgétaire qui aujourd'hui étrangle l'ensemble de nos collectivités territoriales. Je pourrais une fois encore souligner les causes et les raisons pour lesquelles nous avons quitté ensemble la Conférence nationale des territoires. Je veux dire à Dominique Bussereau mon immense respect ainsi qu'à l'Association des départements de France. Je veux dire qu'on ne s'est probablement pas les uns et les autres assez parlé alors que tous les jours nous sommes en lien. Je veux dire à quel point les départements sont importants pour les communes. Je veux dire que d'ailleurs, dans cette recentralisation massive, les départements qui ont été des bons gestionnaires sont à nouveau des partenaires tout à fait naturels pour les communes et les intercommunalités. Je veux dire à quel point la loi NOTRe, qui a engendré, fécondé, nourri des filles très grandes de taille XXL d'intercommunalités à la variation de l'identité, puisqu'elles étaient soit urbaines, soit rurales, et désormais elles sont mixtes, qui peut être un enrichissement et au fond un élément positif, nous amène de plus en plus à discuter, à travailler avec chaque département. Le département, c'est un enfant de la République comme la commune est une fille de la Révolution. Et nous avons la même histoire. Et c'est donc une certaine idée de la démocratie, de la République et de ce qui est pertinent. Et nous savons que dans un monde global où les interrogations sont multiples, où les populismes poussent dans toutes les directions, le coin de la rue, de la commune ou du département est aujourd'hui beaucoup plus important à protéger qu'une certaine idée du bout du monde trop lointaine pour être quelque chose qui soit appréhendé de manière collective. Donc notre unité, elle est fondamentale. Notre cohésion et notre coopération, elle est durable. Et la manière dont l'État a traité cette problématique incroyablement humaine et pas exclusivement budgétaire, de mineurs isolés qui viennent sur le territoire français, mineurs isolés qui doivent être accompagnés sur des politiques de solidarité, c'est pas que des statistiques, c'est pas que de l'argent, ce sont des traitements humains. Et on met dans le débat public, en prenant l'opinion publique à témoin sur des sujets d'une telle sensibilité sur le plan de l'humanité, des problématiques budgétaires, et ça dure, et ça dure. Et nous devons marcher main dans la main, car si les départements ont cette problématique de financement, derrière nous sommes aux côtés des départements pour trouver les inscriptions dans les écoles, pour trouver les aides d'urgence dans les centres communaux d'action sociale, pour discuter avec les bailleurs sociaux et les centres d'hébergement pour trouver justement des places pour ces enfants et leur offrir une perspective et un parcours. Donc oui, nous sommes à vos côtés sur cette négociation, comme nous serons à vos côtés sur l'ensemble de la poursuite des discussions que vous aurez à porter dans le cadre du financement de ces politiques sociales. Et je veux dire également, une fois encore, ce qui sera la ligne validée à l'unanimité par les instances dirigeantes de l'Association des maires de France. Nous ne revendiquons pas le foncier bâti. Nous ne revendiquons aucune fiscalité qui soit de nature à affaiblir les départements de France. L'État a fait un choix, il décide de supprimer la taxe d'habitation. L'État prend ses responsabilités sur deux idées simples. Qui décide, paye. L'État décide des choses, il paye. Si nous payons, nous, collectivités locales, alors nous sommes associés au processus de décision. C'est des principes simples, tout le monde peut le comprendre, un chef d'entreprise le comprend, un chef de ménage le comprend, un salarié le comprend, n'importe quel agent le comprend. Qui décide, paye, qui paye, décide. C'est ça le cadre général des discussions que nous aurons désormais avec l'État. Enfin, un dernier mot avant de céder la parole à Hervé Morin. Le dernier épisode en date sur la taxe d'habitation, où c'est un vendredi, je m'en souviens encore, à 8 heures, on apprend que Bercy publie une liste de maires ayant augmenté la taxe d'habitation. De quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Soit il y a une libre administration des collectivités territoriales, avec des représentants de la nation, élus pour 6 ans, mandatés par les administrés. Si les administrés ne sont pas contents parce que les impôts sont trop élevés, eh bien, ces équipes seront sanctionnées. S'ils sont satisfaits parce que derrière il y a des services publics en face, parce que ça a désendetté la collectivité, parce que son histoire est singulière, parce que ça a offert les perspectives de développement d'un projet d'investissement porté par tous au titre de l'intérêt général, parce que ça a développé peut-être du subventionnement auprès d'un réseau associatif qui est le relais naturel de la collectivité territoriale avec les administrés, usagers de services publics, contribuables par ailleurs, c'est l'affaire. Et c'est ça l'esprit de la commune, de la décentralisation, de la libre administration. Publier une liste, c'est déjà une drôle d'idée. La faire relayer par une équipe soutenant le parti majoritaire, avec un hashtag « Balance ton maire »,
C'est inacceptable, c'est insupportable, c'est intolérable. C'était une insulte à l'égard de celles et ceux qui, dans leur immense majorité sur la totalité du territoire, sont bénévoles, disponibles, matin, midi et soir, le samedi, le dimanche, que l'on réveille pour rendre service. Une insulte pour ceux qui croient encore, justement, à cette disponibilité, ce bénévolat, au fond, ce service de l'intérêt général et du service public. C'est nourrir, comme l'a très bien dit le président Larcher, les populismes de tout crin. Au fond, c'est assumer qu'en combattant les populismes, on porte soi-même les tenants d'un populisme d'État et d'un populisme officiel. C'est ça, la séquence. Je publie une liste, je complimente ceux qui n'ont pas augmenté la taxe d'habitation et je fais un hashtag balance ton maire, c'est-à-dire je fais un hashtag balance ton port. Parce que ça ne va pas dire autre chose dans l'esprit des fondateurs de la communication globale aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons. Cette page-là, elle doit être terminée, elle laisse des blessures, pourquoi le taire? Et les revendications des maires, et vous le savez mieux que quiconque, en étant au contact au jour le jour avec eux, sont aujourd'hui dans un niveau d'exaspération très élevé. Nous avons des sujets sur la table, nous sommes prêts à discuter. Nous sommes profondément républicains, des serviteurs de l'État, nous avons tous exercé des responsabilités au niveau national, nous savons la difficulté de la tâche. Mais nous ne pouvons pas accepter que la forme ne soit pas à la hauteur de ce que veut dire la libre administration des collectivités territoriales. La forme, c'est souvent le fond qui remonte à la surface. Et quand on demande à une commune de faire ci ou de faire ça, sans l'associer au processus de décision, on n'a pas bien compris ce qu'est une liberté et ce que veut dire la décentralisation. C'est la raison pour laquelle, sous l'impulsion d'Hervé Morin et de Dominique Buchereau, en ayant parlé avec les instances de l'AMF, nous avons dit banco pour les 13 réunions qui seront organisées dans toutes les régions de France pour contribuer à nourrir une plateforme d'une nouvelle liberté. Car nous avons cette conviction commune que l'intérêt général d'un pays et d'une vieille démocratie comme la nôtre, tourmenté par des forces centrifuges qui sont en train de dilater le modèle, aujourd'hui envahissant l'ensemble des pays, des vieilles démocraties et sur lesquelles il y a des interrogations sourdes, la protection la plus pure du modèle républicain que nous portons au quotidien en tant que responsables communaux et vous, responsables départementaux, c'est de poursuivre la décentralisation pour être au plus près des préoccupations des Français. Voilà le sens de l'appel de Marseille, voilà le sens de l'accord de Rennes, voilà le sens du Congrès des départements de France et je l'espère dans 15 jours, le sens commun et unique de notre rassemblement à nouveau revivifié pour le Congrès des maires de France où vous serez naturellement les bienvenus car vous serez chez vous. Merci. Bien, mesdames et messieurs, mon cher Dominique, Monsieur le Président, cher Jean-Luc Chenu, permettez-moi de saluer mes camarades de Normandie, Pascal Martin, Christophe de Balleur, Jean-Léonce Dupont, Marc Lefebvre. Nous sommes souvent ensemble et je vois qu'ils sont là aujourd'hui à Rennes. Avant, je l'imagine que nous soyons ensemble dès demain, mon cher Christophe, dans ton département. Je voudrais dire à Gérard Larcher une nouvelle fois à quel point je suis heureux et très sensible cher Gérard, à ta présence permanente auprès de nous. Tu es un atout considérable et une force considérable dans le combat que nous menons, avec l'expérience qui est la tienne, ton intelligence, ton intuition politique et ta capacité d'expression, cher Gérard. Tu es partout, à chaque fois que nous te sollicitons, tu es là. Et permets-moi de te dire que je suis très sensible à ta présence permanente à nos côtés, parce qu'elle est absolument capitale. Donc, Gérard, vraiment merci pour ce que tu fais au nom des valeurs qui sont les nôtres, au nom des libertés locales, au nom de la décentralisation et au nom, au bout du compte, de la République que nous défendons tous ensemble. Donc, Gérard, merci, merci, merci. Bon, je ne vais pas remercier François Baroin, qui est un copain de chasse, mais lui dire que nous serons, avec Dominique, heureux d'être à tes côtés dans 15 jours, parce que, au bout du compte, nous menons tous le même combat. Tous le même combat, parce qu'au bout du compte, nous sommes tous d'abord, mesdames et messieurs, de grands déçus. Je l'ai dit au Président de la République il y a 10 jours, quand nous l'avons rencontré, le même jour, la même matinée. Je lui ai dit, mais pourquoi sommes-nous si fâchés?
Nous sommes fâchés parce que, Monsieur le Président, vous nous avez raconté une histoire. Cette histoire, c'est celle de la campagne présidentielle, c'est celle de la Conférence nationale des territoires au Sénat. C'est vous qui avez évoqué l'idée d'un pacte girondin. C'est vous qui, durant toute la campagne présidentielle, avez évoqué l'idée que désormais la France devait s'inscrire sur un schéma nouveau, qui était un schéma dans lequel, avec vos mots, vous expliquiez que tout ne devait pas se décider à Paris et qu'au bout du compte, depuis 1982, vous avez été le premier président de la République à recentraliser dans un processus qui est un combat permanent entre les élus locaux, la démocratie locale et, disons-le, la technocratie, car derrière tout cela, il y a, mesdames et messieurs, j'y reviendrai, la revanche de la technocratie contre la décentralisation. Et j'ai dit au président de la République, mais au bout du compte, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire d'un homme qui lui-même s'est présenté comme le président de la Start-up Nation. La Start-up Nation, c'est quoi? C'est un système collaboratif, c'est un système horizontal, c'est un système coopératif et c'est certainement pas un système vertical. Et pourtant, depuis 18 mois, nous assistons en permanence à la recentralisation d'un certain nombre de politiques et pire encore, je ne sais pas si tu l'as évoqué, mais François l'a évoqué tout à l'heure, pire encore, en estimant que les collectivités territoriales et les territoires seraient en quelque sorte simplement des sous-traitants de politique nationale. Non, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas des sous-traitants de politique nationale. Nous sommes des élus, et c'est le premier message que je voudrais que nous reprenions en permanence dans tous nos discours, nous sommes élus de la démocratie directe. Et notre bulletin de vote, mesdames et messieurs, celles et ceux qui sont venus dans l'isoloir pour voter pour leurs conseils municipaux, pour leurs conseillers départementaux ou pour leurs conseillers régionaux, ont eu le sentiment que leur bulletin de vote pesait autant que le jour où ils ont voté pour, par exemple, les députés. Et que notre bulletin de vote, il n'est pas un bulletin de vote confetti qui vaudrait en quelque sorte moins cher ou pèserait moins qu'un bulletin de vote pour une élection nationale. Nous avons, mesdames et messieurs, et nous devons le revendiquer en permanence, nous avons la légitimité du suffrage universel. Et ce message-là, il nous faut le rappeler en permanence, mon cher Dominique, à chaque fois que nous sommes appelés à être confrontés à des membres du gouvernement qui nous expliquent qu'il y a des politiques nationales. Nous ne remettons pas en cause la légitimité du président de la République, mais nous avons la nôtre. Et dans un bon système, on considère que cette légitimité nationale et cette légitimité locale, elles sont là pour collaborer, coopérer ensemble pour le redressement du pays. Ça, c'est le premier message que nous devons faire passer en permanence. Le second message que nous devons faire passer en permanence, mesdames et messieurs, c'est la question centrale et majeure d'un phénomène économique qui devrait au contraire appeler en permanence à la décentralisation et au renforcement de la démocratie locale, qui est toute la question à la fois de la mondialisation. Je ne reviens pas sur le fait que la mondialisation doit nous appeler au contraire à un peu plus de racines et à un peu plus de politiques territoriales les plus fines possibles, et un autre phénomène que nous vivons tous, qui est celui de la métropolisation. Face à la métropolisation, à ce trou noir où l'intelligence, la matière grise, l'ensemble du développement s'agrège et s'accumule, nous devons avoir au contraire des territoires capables de porter le développement territorial, de faire de la solidarité et de l'aménagement du territoire. Et pardon de le dire, mon cher Gérard, puisque vous allez aborder cette question dans quelques semaines au Sénat, je ne suis pas convaincu que l'Agence nationale de cohésion des territoires peut correspondre à l'idée que nous nous faisons de notre capacité à porter des politiques de solidarité territoriale là où elles doivent être portées. Car je ne suis pas convaincu que l'Agence nationale de cohésion des territoires sera en capacité de mettre sous le boisseau l'ADEME ou l'Agence de l'eau, comme on veut bien nous le dire. Et je ne suis pas convaincu qu'en recentralisant un certain nombre de crédits pour les redéléguer au niveau des préfets de département, que nous serons en capacité de répondre à la nécessité de bâtir les politiques les plus différenciées possibles en fonction de territoires qui ont des problématiques particulières. Et donc j'invite le Sénat sur cette question à estimer que dans la droite ligne de l'appel de Marseille et aujourd'hui de l'accord de Rennes,
c'est que ces crédits, mesdames et messieurs, affectés à l'aménagement du territoire, ils devraient être d'abord et avant tout affectés aux départements et aux régions pour mener les politiques dont on a besoin pour faire en sorte que nos territoires qui sont le plus dans la difficulté puissent s'en sortir, plutôt que de penser que c'est un mécanisme national qui permettra de régler la question. Voilà ce que je profite de cette occasion pour vous dire. Troisième rappel que nous devons effectuer en permanence, c'est qu'à travers la décentralisation et la défense des territoires, il y a bien entendu la question de la démocratie. Je l'ai évoqué à travers la légitimité. Je voudrais l'évoquer aussi par le fait que lorsque nous décentralisons des politiques, la plupart du temps nous les co-construisons et donc nous faisons de la démocratie participative au quotidien et que par ailleurs, vous comme moi, nous sommes en permanence à portée de boîte à baffes. En clair, quand nos compatriotes veulent nous trouver, ils savent où nous trouver. Je ne suis pas convaincu qu'ils sachent forcément trouver le fonctionnaire de Bercy qui a décidé telle ou telle politique en fonction de tel ou tel sujet. Et donc, mesdames et messieurs, ce que nous devons défendre, c'est qu'à travers la démocratie locale, nous sommes des acteurs majeurs de la démocratie participative parce que la plupart de nos politiques, nous les co-construisons avec les territoires et nous les co-construisons avec les acteurs du territoire. Quand je construis la politique agricole de la région Normandie, je la construis à la fois avec mes collègues présidents de département, mais je la construis aussi avec l'ensemble des acteurs agricoles de ma région et non pas simplement dans mon bureau avec quelques collaborateurs autour de moi. Et il y a là un élément majeur que nous devons rappeler en permanence. Il y a à travers la décentralisation la capacité d'emmener nos compatriotes vers la transformation et d'emmener nos compatriotes vers des réformes vers lesquelles il est si difficile d'aller quand on part de l'échelon central et des ministères. Que voulons-nous à travers l'appel de Marseille, mesdames et messieurs, et l'accord de Rennes? Ce que nous voulons rappeler au gouvernement tout d'abord, c'est que nous voulons, mesdames et messieurs, être associés. Nous voulons être associés aux politiques qui nous concernent. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas oublié les fonctions ministérielles que les uns et les autres nous avons exercées pendant un certain nombre de temps. J'aime l'État. J'aime l'État quand il s'occupe de défense. J'aime l'État quand il s'occupe de politique étrangère. J'aime l'État quand il s'occupe de sécurité, quand il lutte contre l'immigration clandestine. J'aime l'État quand il s'occupe du régalien économique, du droit du travail, de la politique fiscale. Je n'ai aucun souci là-dessus. Mais j'aime les territoires quand il s'agit de politique de proximité parce que je suis convaincu que nous sommes plus efficaces pour pouvoir apporter les bonnes réponses à des territoires qui ont des particularités et des spécificités. Et ce que nous disons au gouvernement, lorsqu'il s'agit de politique de proximité, que nous soyons associés à la construction de ces politiques de proximité. Quand sur le plan pauvreté, ni les communes, ni les départements, ni les régions ne sont associés à la construction du plan pauvreté, on se dit qu'on marche purement et simplement sur la tête. Parce que le plan pauvreté, il concerne les communes quand il s'agit de l'accueil des jeunes enfants. Le plan pauvreté, bien entendu, il concerne les départements qui sont en charge de la solidarité et il concerne aussi la région quand il s'agit de la formation des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail. La logique eût été que nous soyons à la table de discussions ministérielles et interministérielles pour bâtir ce plan pauvreté avec le plus d'efficacité possible. Quand, mesdames et messieurs, je constate que le décret d'application sur la réforme de l'apprentissage, dont je vous annonce qu'il sera un échec absolument considérable et qu'il amènera à la disparition de centres de formation pour apprentis dans tous les territoires où la démographie sera la plus faible et où les bassins d'emploi sont les plus en difficulté. Eh bien, quand on voit que cette réforme de l'apprentissage, contraire à toute logique, amène aujourd'hui le gouvernement à présenter un décret qui a été rejeté par la totalité des acteurs du CNEFOP, même ceux qui ont défendu la réforme de l'apprentissage, comme le MEDEF, eh bien, je dis au gouvernement, vous faites fausse route quand vous ne construisez pas ce décret d'application avec celles et ceux qui sont ensuite chargés de mettre en place la réforme. Deuxième élément, mon cher Dominique, je vois que je suis un peu long, je t'assure, je vais raccourcir. Deuxième élément,
Deuxième demande, deuxième requête. Nous voulons désormais, mesdames et messieurs, qu'on mette en œuvre le principe de différenciation, que nous soyons en capacité d'innover, que nous soyons en capacité d'expérimenter et que nous puissions avoir des constructions différenciées. Elles doivent être différenciées, bien entendu, sur les compétences. Là où des territoires exigent ou souhaitent mettre en œuvre telle ou telle politique dans tel ou tel secteur, qu'on nous donne cette occasion. Quand le président de la région Normandie ou le président de la région Nouvelle-Aquitaine demande à l'État de pouvoir mettre en œuvre la politique de l'emploi afin qu'enfin on ait un système coordonné, enfin qu'on ait un pilotage et une gouvernance des politiques de l'emploi, au moins tentons cette chance. Au moins tentons cette chance quand le président de la région Grand Est souhaite, lui, par exemple, gérer les routes d'intérêt national. Quand tel président de département souhaite expérimenter la prise en charge de la compétence handicap dans sa totalité, qu'on donne aussi cette chance au président du département. Nous voulons donc la différenciation dans les compétences, mais nous voulons aussi que soit actée la différenciation dans l'organisation des territoires. Je reviens d'une tournée dans les Antilles. Chaque territoire ultramarin a choisi son organisation. Elles sont toutes différentes. Quand dans la région Grand Est, on décide de construire un nouveau modèle pour les 2 départements alsaciens, eh bien, on choisit une voie qui a été décidée et construite avec les élus, au moins par la majorité d'entre eux. Eh bien, cette voie-là doit être une voie qui doit être recherchée en permanence. À une seule condition, c'est qu'elle ne se fasse pas en catimini dans des déjeuners à l'Élysée ou à Matignon, comme on a pu le voir à certaines reprises, où on invitait simplement les présidents des métropoles pour construire le schéma territorial de demain, sans y associer ni les départements, ni les communes, ni les régions. Troisième élément, ce que nous souhaitons enfin, c'est que nous soyons en mesure de pouvoir bâtir une nouvelle étape de la décentralisation. Mais cette nouvelle étape de la décentralisation, mesdames et messieurs, elle doit être associée, à mon sens, c'est un débat que nous pouvons avoir entre nous, elle doit être associée, à mon sens, à une autre question. Est-ce que la France, aujourd'hui, peut encore se payer à la fois la décentralisation et la déconcentration? Pour ma part, je pense qu'il est temps d'en finir avec un système où on a décentralisé massivement depuis 1982, mais où on a en permanence continué à mettre un peu de sel et de poivre centralisés. Et je disais au président de la République la semaine dernière, je dis, Monsieur le Président, en plus vous faites d'autant plus fausse route quand vous voulez recentraliser des politiques que vous avez désormais, et c'est un ancien fonctionnaire de l'État qui vous parle, des services déconcentrés qui ont été décapités au fur et à mesure des RGPP et dans lesquels il n'y a malheureusement plus ou presque plus de compétences sur toute une série de sujets. Comment voulez-vous reprendre compétences ou main sur un certain nombre de politiques dont vous n'avez plus les moyens de les faire mettre en œuvre sur les territoires? Et j'ai donc dit au président de la République, je crois qu'il y a un schéma vers lequel nous devrions aller. Quand il s'agit de l'État et totalement de l'État, eh bien l'État doit prendre la main et ne pas en permanence appeler aux collectivités pour régler telle ou telle problématique. Et en revanche, quand on considère que le bon échelon, c'est l'échelon des territoires, il faut nous laisser la main et totalement la main. J'avais envie de vous dire, il faut nous lâcher la grappe. Voilà la réalité. Je vais prendre des exemples simples. Je suis très concerné sur... Je prends des exemples départementaux, tu vois, Dominique. Quand on voit ce qui se passe sur le handicap, avec un dialogue permanent entre les départements et l'État, avec des incohérences d'ailleurs entre ce qui est pris en charge par la Sécu et ce qui devrait être pris au titre du médico-social, tous ces sujets-là, vous les connaissez. Moi, je suis intimement convaincu que nous répondrions beaucoup mieux à la question si une grande partie, si la totalité ou presque de la politique du handicap serait gérée par les départements. De même, je suis intimement convaincu qu'on a besoin d'ouvrir le champ de la question du logement. Je suis intimement convaincu qu'une partie de la politique du logement doit être désormais bâtie par les territoires, départements et intercommunalités.
Et donc nous avons besoin d'écrire une nouvelle étape de la décentralisation qui à la fois confie des compétences complémentaires au territoire, là où je pense qu'il y a besoin d'avoir des politiques les plus fines possibles. Vous aurez observé que la fin du PTZ et la fin de la loi Pinel dans les territoires non tendus amènent inexorablement à un schéma extrêmement simple, c'est qu'il n'y a plus de construction neuve dans ces territoires, ou presque. Eh bien moi je pense qu'au contraire, ces territoires-là doivent encore avoir des politiques qui leur permettent de pouvoir bâtir leur avenir. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des territoires qui soient en capacité de proposer des offres et des politiques qui permettent de répondre à cette question. Eh bien nous avons, nous, à travers les assises de la décentralisation, mon cher Dominique, à bâtir ce nouveau schéma et cette proposition au gouvernement. Il faut que ces assises de la décentralisation que nous allons mener dans chaque région, nous les fassions suffisamment sérieusement pour à la fois faire des propositions sur la fiscalité et nos ressources, en évitant de nous diviser, ce que nous avons décidé de faire, et deuxièmement, que nous soyons en mesure d'écrire un schéma dans lequel on dise ça c'est du domaine de l'État et c'est totalement du domaine de l'État, ça c'est du domaine des territoires, c'est totalement du domaine des territoires. J'en profite pour faire une petite incise. J'ai aimé le débat sur la question de l'essence de ces 3 derniers jours, où on est quand même sur un système qui s'approche de près ou de loin au système des Shadocks. Pour inventer des machines aussi absurdes, je pense qu'on peut difficilement faire mieux quand d'un côté on prélève 3 milliards d'euros supplémentaires par an pour lutter contre l'utilisation de sa voiture et pour participer au combat légitime et extrêmement important et fondamental, stratégique, qui est celui du réchauffement climatique. Et puis de l'autre, considérer qu'à cela, on y répond par une mesure qui serait de faire financer par les régions une partie des prélèvements qui ont été pris en charge ou du moins décidés par l'État. En clair, on fait payer le contribuable 2 fois. On le fait payer une première fois quand il va à la pompe et on le fait payer une deuxième fois en demandant aux régions de payer. J'ajoute par ailleurs qu'il y a tout de même un élément assez cocasse en la matière, qui est celui de demander à des collectivités de prendre en charge au titre des dépenses de fonctionnement des dépenses nouvelles en contradiction totale avec la règle des 1,2% d'augmentation des dépenses. J'ajoute enfin qu'en matière de technocratie et de bureaucratie, je pense qu'on ne peut pas inventer usine à gaz aussi exceptionnelle. Là, je vous garantis, il y a de l'emploi public par centaines, par milliers, par dizaines de milliers à créer. Heureusement que le gouvernement veut lutter contre l'accroissement de la fonction publique territoriale. Parce que pour instruire des dossiers où il va falloir vérifier que la personne a éventuellement fait 30 km et non pas 29 km et demi, qu'elle n'est pas dans un système dans lequel il y a du transport public, ou elle n'a pas bénéficié d'une aide d'une entreprise, ou éventuellement elle peut obtenir une dérogation si elle a des horaires de travail qui sont décalés, qui lui permettraient néanmoins et qui l'obligeraient néanmoins de prendre sa voiture. Dans un dispositif où, bien entendu, il faut vérifier qu'il n'y a pas de covoiturage. Je vous laisse imaginer le système de barzingue. J'ajoute système de barzingue qui, bien entendu, n'est absolument pas en capacité de répondre à un sujet simple, c'est que ce n'est pas 10 000 ou 20 000 personnes dans une région qui sont concernées, c'est des centaines de milliers de personnes. Et qu'au bout du compte, à travers cette question de l'essence qui a tout de même fait que pour chacun de nos compatriotes, ça représente en milieu rural entre 100 et 150 euros par voiture et par mois en plus en 2 ans, j'ajoute que derrière ça, il y a en réalité le même sentiment quand on est en zone rurale. Un, on s'adresse d'abord et avant tout à ceux qui sont Bac+8 et qui sont dans les métropoles et qui sont dans la mondialisation heureuse. 2, on explique que globalement les 80 km/h c'est une excellente idée, mais ça touche encore celles et ceux qui ont beaucoup de route à faire tous les matins pour aller au boulot. Et troisièmement,
il y a un membre du gouvernement qui vous explique que quand on défend nos compatriotes, il y a quand même la moitié des Français qui vivent dans des villes de moins de 10 000 habitants, eh bien, en quelque sorte, on ne défend que ceux qui roulent au diesel et qui fument des clopes. Eh bien, vous avez le halo ou le sentiment qu'ont une grande partie de nos compatriotes qui sont dans les zones rurales ou semi-rurales, que, quelque sorte, ils seraient des citoyens d'un autre monde. Ben nous considérons au contraire que ce sont des citoyens pleins et entiers qui doivent avoir un avenir dans la République française. C'est probablement un message que nous devons faire passer à travers cela, c'est les territoires sont en capacité, si on leur en donne les moyens, de pouvoir construire et bâtir des solutions pour une partie de nos compatriotes qui aujourd'hui sont tentés par les extrêmes parce qu'ils ont le sentiment qu'au fur et à mesure des mois et des années, tout part de leur territoire, ou presque, service public comme développement économique. Je ferme cette parenthèse, mais vous voyez bien qu'on n'est jamais à l'abri de la contradiction absolument totale entre, au fur et à mesure que l'actualité vous rattrape sur tel ou tel sujet. Et je termine, mesdames et messieurs, mon discours par une seule chose, c'est qu'à travers le combat que nous menons, en vérité, c'est le combat permanent de deux principes. Le principe de subsidiarité et le principe d'autorité. L'appel permanent de nos compatriotes à l'État, mais aussi notre histoire qui nous amène en permanence à cultiver nos différences, nos territoires et nos cultures locales. Eh bien, il y a toujours cette histoire-là, cette dialectique à construire. Et si on ne comprend pas cette dialectique entre l'appel à l'État et la culture de nos territoires, on ne comprend pas les Français et on ne comprend pas la France. Eh bien, nous avons le sentiment que nous la comprenons quand nous défendons à la fois la présence de l'État là où il doit être et la présence des territoires là où il doit être pour participer au redressement de la France. Je vous remercie. D'Hervé Morin, le président des régions de France, et de François Baroin, le président de l'Association des maires de France, les présidents d'associations qui ont donc voulu afficher leur unité face au gouvernement et justement les relations entre les élus et le gouvernement. C'est l'objet de notre débat et 4 présidents de département nous ont rejoints sur ce plateau. Merci à tous les 4 d'être là. Nadège Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente Les Républicains du conseil départemental de l'Oise. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Patrick Weiten, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président UDI du conseil départemental de la Moselle. Et enfin, Philippe Grosvalet. Bonjour, vous êtes le président socialiste du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Alors nous allons bien sûr balayer les nombreux sujets de ce congrès, mais pour commencer, je voulais savoir dans quel état d'esprit êtes-vous? Le congrès des départements de France est ouvert ce matin. On sait que les relations sont tendues entre l'exécutif et les départements. Quel est votre état d'esprit lors de cette première journée de congrès? Peut-être vous, Philippe Grosvalet? Bien, je crois que d'abord nous sommes des gens responsables. Nous ne sommes pas des supplétifs de l'État. Donc nous attendons du respect, de la considération, de l'écoute, et que le président de la République, puisque c'est lui qui est au fond le premier responsable de l'avenir de la France et de la nation, entende bien que la France ne se gouverne pas du palais de l'Élysée et que nous vivons dans un pays décentralisé depuis plus de 40 ans, que c'est un acquis extraordinaire pour notre pays, c'est la chance même de notre pays pour relever tous les défis qui s'offrent à nous, tous les défis de transition énergétique, des mobilités démographiques dans des territoires comme chez moi en Loire-Atlantique. La France ne peut pas affronter ces défis sans les territoires. Donc nous devons renouer le dialogue, nous sommes à la fois responsables, mais nous serons exigeants. Et les propositions qui sont faites et que nous connaissons à ce jour ne sont évidemment pas suffisantes. Nous allons revenir en détail sur ces propositions faites hier par le gouvernement. Nadège Lefebvre, est-ce que c'est aussi votre état d'esprit? Vous demandez du respect, de l'écoute?
du respect de l'écoute et aussi le respect des habitants des territoires. Il n'y a pas que Paris, il y a aussi les territoires. Et nous sommes aussi garants de ces territoires. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement que le mois dernier, nous sommes retrouvés à Marseille. Je pense que Marseille fut un électrochoc pour le gouvernement et c'est plutôt bien. Maintenant, ils ont l'air de vouloir revenir autour de la table. Eh bien, on ne va pas fermer la porte. Nous serons présents, mais nous serons aussi très vigilants parce qu'il ne suffit pas de faire des annonces et il faut aussi tenir les engagements qui sont pris. Alors Marseille, c'est là où a été lancé ce fameux appel de Marseille, l'union des élus locaux de toutes les collectivités face à la politique jugée recentralisatrice du gouvernement. Pour vous aussi, Stéphane Troussel, vous pensez que ça a été un électrochoc, cet appel de Marseille ? Oui, mais je crois que nous devons rester absolument combatifs et exigeants parce que les mots pour nous séduire, on les a entendus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est surtout des actes pour nous convaincre. Et de ce que je comprends des propositions qui sont formulées par le gouvernement vis-à-vis des départements, dont je rappelle quand même que depuis maintenant près de 15 ans, ils assument très largement une part de la solidarité nationale à la place de l'État en payant les 3 allocations de solidarité nationale que sont le RSA, l'APA pour les personnes âgées et la prestation de handicap. Et donc on est arrivé à ce système est arrivé à bout de souffle et donc maintenant il faut en sortir. Ce gouvernement est en responsabilité. Il n'est pas le seul responsable de cette situation. C'est une question qui dure depuis trop longtemps, mais maintenant il a la responsabilité d'y trouver des solutions. Parce que finalement, en ne réglant pas cette question du financement des allocations individuelles de solidarité, c'est l'idée même de solidarité qu'on abîme chez nos concitoyens. Parce que la réalité, c'est que de plus en plus, ce sont nos concitoyens un peu moins pauvres que les autres qui payent pour plus pauvres qu'eux. Eh bien ça abîme l'idée de solidarité dans notre pays et donc il faut que le gouvernement entende que c'est la cohésion du pays qui est en question. Donc maintenant, il faut passer aux actes. Patrick Weiten, avant de revenir dans le détail des propositions faites par le gouvernement, vous, quel est votre état d'esprit aujourd'hui, durant ce congrès des départements ? Je crois qu'à l'occasion de ce congrès, il y a une question fondamentale qui est posée. Quelle France des territoires voulons-nous ? Est-ce que l'on veut une France décentralisée, qui donne les pouvoirs, qui donne l'action, qui donne l'innovation au territoire ? Ou est-ce que l'on veut une France recentralisée autour d'une organisation technocratique, déconcentrée sous l'autorité des préfets ? Je crois que c'est ça qui est important. C'est véritablement une réponse démocratique. Pour vous, aujourd'hui, on est dans une France recentralisée ? Elle se recentralise de plus en plus. Le pacte financier qu'on nous a imposé et qui a été financé, signé par un certain nombre de présidents de départements, on est la démonstration. C'est-à-dire que nous n'avons plus... Le pacte financier qui limite la hausse de vos dépenses à 1,2%. Dépenses de fonctionnement. Pour les grandes collectivités. Ce qui est une première. Ce qui veut dire que l'on ne peut plus agir dans la proximité, dans l'action de formation. Fonctionnement. Le deuxième point, qui est un point essentiel, c'est que nous revendiquons le droit à la différenciation. C'est-à-dire à la capacité de pouvoir agir en fonction de la particularité de nos territoires. La France est une, mais diverse. Et je crois qu'aujourd'hui, l'expression de la Fédération de l'Association des maires de Moselle, de l'Association des régions des maires de France, de la Fédération des régions de France et de l'ADF est une expression unanime. Ce qui démontre bien qu'aujourd'hui, c'est cette France des territoires qui souffre profondément. À nous mobiliser, à rester mobilisés pour que, depuis les mots, il y ait des actes. Et là, je partage ce qui a été dit. Nous avons, depuis longtemps, été brutalisés par une organisation qui a été complètement déstabilisée. Aujourd'hui, la France des territoires est totalement déstructurée. Et ce congrès doit être à la fois celui de l'expression à Marseille et de cette concrétisation aujourd'hui par cet accord de Rennes qui a été signé par les 3 présidents sous l'autorité et le patronage du président du Sénat, deuxième homme de l'État. Nadège Lefebvre, vous partagez l'inquiétude de Patrick Weiten. On est aujourd'hui dans une France qui se recentralise. La décentralisation est en danger aujourd'hui ? Oui, je pense que oui. Et il ne faut pas oublier que nous sommes encore régis par les lois de décentralisation et qu'à ce titre-là, on a un peu de mal à comprendre pourquoi aujourd'hui le gouvernement a plutôt un discours de centralisation. Ce n'est pas du tout le but. Je pense qu'aujourd'hui, les collectivités, que ce soit les départements, les régions et les communes,
savent ce dont a besoin la population. Elle est aux côtés, ces collectivités sont aux côtés de la population. Et oui, aujourd'hui, la décentralisation est menacée et ça, on ne peut pas l'accepter. Philippe Grosvalet, vous n'avez pas l'impression quand même que depuis cet appel de Marseille, il y a un changement de pied de la part de l'exécutif, de la part d'Emmanuel Macron, notamment sur cette décentralisation? Est-ce que vous diriez que même après l'appel de Marseille, la décentralisation est encore aujourd'hui en danger pour vous? Vous savez, d'abord, je suis un homme de gauche et j'ai toujours pensé que le progrès, ça n'était jamais acquis et qu'il fallait sans cesse à la fois le soutenir et lutter pour des progrès nouveaux. Et je pense que nous devrions, et le gouvernement précédent aurait pu le faire aussi, nous devrions véritablement engager une véritable nouvelle étape de la décentralisation. J'arrive d'une coopération au Maroc. Les pays à l'étranger nous envient, nous disent que la décentralisation, c'est quelque chose de remarquable dans l'intérêt de nos concitoyens, pour notamment tous les services de proximité. C'est un facteur extraordinaire de développement. Et aujourd'hui, l'État continue de faire des choses qu'il n'a plus les moyens d'assumer. Et en même temps, puisque c'est une expression à la mode, n'est plus capable de véritablement assumer ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire les grandes fonctions régaliennes de l'État, l'éducation, la santé, la justice, la sécurité. Voilà ce que doit faire l'État. Et donc qu'il fasse confiance. Qu'est-ce que vous demandez à l'État? Eh bien, que nous fassions l'inventaire, que nous nous mettions autour de la table et que nous fassions l'inventaire de ce que l'État pourrait continuer de déléguer aux régions, aux départements, aux communes. Et ce qui est essentiel dans ce qui s'est passé à Marseille et ce matin à Rennes, c'est que nous soyons entre nous. Parce que la décentralisation, ce n'est pas la réforme des collectivités locales. La décentralisation, ce n'est pas d'opposer les différents niveaux de collectivité entre eux. La décentralisation, c'est véritablement de faire confiance au territoire parce que les services rendus à proximité de nos concitoyens sont rendus dans l'intérêt de nos concitoyens. En même temps, Stéphane Troussel, est-ce que l'union affichée par les trois grandes associations, eh bien, ça n'empêche pas l'État de diviser, d'opposer les niveaux de collectivité entre eux? En tout cas, la force de cet appel signé à Marseille, c'est justement nous n'acceptons pas d'être instrumentalisés les uns contre les autres. Ce serait facile pour les communes qui vont être confrontées à la suppression de la taxe d'habitation d'accepter de récupérer une des taxes dont bénéficient les départements, le foncier bâti. C'est ce que cherchait à faire le gouvernement jusqu'à maintenant. Mais justement, c'est ce qu'il cherchait à faire, mais le président Barouin, qui s'est exprimé aujourd'hui ici à Rennes, a dit que n'étaient pas demandeurs, les communes n'étaient pas demandeuses. Donc je pense que justement nous parvenons à maintenir cette unité pour montrer au gouvernement qu'on ne redressera pas le pays sans s'appuyer sur l'énergie qu'il y a dans nos territoires. Et l'énergie dans nos territoires, c'est une action publique et une action d'intérêt général rénovée qui associe l'État local, qui associe les collectivités locales, qui associe les associations, les chefs d'entreprise et les citoyens. Enfin, c'est cette conception de ce pouvoir à la fois libéral et technocratique que depuis les administrations centrales, on pourrait régler les problèmes de ce pays, mais très franchement, c'est dépassé, c'est daté. Tous ces gens, tous ces ministres et ce président de la République de 40 ans qui nous a expliqué qu'il allait inventer le nouveau monde, finalement, il se comporte comme le plus mauvais de ce qu'avait l'ancien. Donc franchement, il faut qu'il change de braquet, il faut qu'il change de méthode et il faut surtout qu'il change d'objectif pour régler les problèmes de ce pays. Mais est-ce que cette unité affichée, au moment où l'exécutif est en difficulté, notamment politique, eh bien, ne fait pas que le rapport de force est inversé et que désormais ce sont les collectivités qui bénéficient du rapport de force? Oui, enfin écoutez, on verra bien ce qu'il y a à la fin. Parce que si à la fin de ces débats, à la fin de ces échanges, et le gouvernement se contente, s'agissant des départements, de quelques clopinettes pour régler des difficultés majeures auxquelles nous sommes confrontés. Non seulement les difficultés économiques et sociales de nos concitoyens continuent de s'accroître, la plupart de nos départements continuent d'avoir des dépenses, notamment liées au RSA,
très élevés et qui, dans certains départements, continuent d'augmenter. Et par ailleurs, nous avons aussi des recettes qui soit stagnent, voire même dans un certain nombre de départements, sont en diminution. Donc nous sommes confrontés à des difficultés qu'il faut régler. Ce n'est pas seulement le problème des collectivités locales et des présidents et présidentes de départements. C'est un problème qui concerne le pays. S'il y a des départements qui sont en difficulté financière pour continuer d'assumer des politiques publiques, ça concerne le gouvernement également. Donc on est dans le même bateau. Il faut trouver des solutions. Alors justement, le gouvernement vous a fait des propositions hier, parmi lesquelles un fonds de soutien pour les départements en difficulté sur 3 ans, notamment pour aider aux dépenses croissantes des allocations individuelles de solidarité et une enveloppe pour la gestion des mineurs étrangers isolés. Les présidents de départements dont vous êtes disent c'est un acompte, mais le compte n'y est pas. Ces propositions ne sont pas suffisantes. Est-ce que l'État pouvait faire plus, Patrick Veyten? Oui, enfin, elle doit faire plus. Cet exécutif doit faire plus. Nous nous retrouvons dans une situation où nous assumons la responsabilité de la solidarité nationale. C'est le RSA, c'est les MNA, c'est l'APA, c'est la PCH en direction de l'handicap. Je crois qu'il est important aujourd'hui que l'État assume son rôle. Et nous n'avons pas à uniquement accepter des miettes ou accepter des fonds d'urgence. Aujourd'hui, c'est 30 départements qui sont en situation dramatique. Demain, nous serons 60, avec tout ce que cela va représenter. Et on nous propose une péréquation horizontale. C'est-à-dire qu'on demande aux départements, dans une démarche de solidarité, que ceux qui ne sont pas encore les plus pauvres donnent à ceux qui sont dans une situation dramatique. Cela relève de l'initiative et de la démarche de l'État. C'est cela que nous attendons, parce que c'est la situation de nos concitoyens les plus fragiles. Les personnes handicapées, les personnes en grande difficulté sociale, les personnes âgées en situation de dépendance, cela relève de la solidarité nationale. Et pour vous, les propositions qu'a faites le gouvernement hier, ce ne sont que des miettes ? Ce sont que des miettes, c'est même pas un acompte. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que nous revendiquons autre chose, nous réclamons autre chose pour conserver nos capacités d'investissement, puisque nous assumons cette responsabilité de solidarité nationale et nous diminuons nos capacités d'investissement, qui est également un accélérateur économique sur chacun de nos territoires. Nadège Lefebvre, il y a du bon quand même dans les propositions du gouvernement ? Je dirais comme mes collègues, ce sont vraiment des miettes. Moi, je vais vous donner un exemple. Le département de l'Oise que je préside, sur 117 millions que me coûtent les allocations, l'État va me rembourser 47%, va participer à hauteur de 47%. Vous voyez bien que le compte n'y est pas. Et si on parle des mineurs étrangers non accompagnés, eh bien la situation s'aggrave parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Et la situation, c'est de jour en jour qu'elle s'aggrave, avec des camps qui sont répartis sur des départements, etc., avec des jeunes qui arrivent tous les jours. Et aujourd'hui, si je prends aussi l'exemple de mon département, ça me coûte 20 millions d'euros. Et on ne parle pas des enfants du département dont nous avons la charge. Et je vais même ajouter qu'il n'y a pas que les MNA, même s'il y a un coût, même si c'est de la politique migratoire et que c'est du ressort de l'État. Nous avons également les établissements psychiatriques, par exemple, pour enfants, qui sont saturés. Et donc là, on vient mettre les enfants dans les structures des départements. Les établissements qui relèvent de la PJJ, c'est la même chose. Les enfants délinquants, on les met dans les départements. Mais quel avenir pour les enfants de nos départements si l'État ne veut pas écouter ça? Philippe Revalet. Sur cet exemple des MNA, bien sûr qu'il y a une question financière qui pèse, mais il y a aussi une question de principe. Et au fond, on constate un grand écart entre ce que nous dit le président de la République et puis ensuite les propositions qui nous sont faites. J'étais aux côtés de Dominique Bussereau en juillet 2017 à l'Élysée pour rencontrer le président de la République. Nous avions évoqué ces questions, notamment, par exemple, la question de la reconnaissance de minorités. C'est une fonction régalienne. Le président de la République, vous avez évidemment, c'est le rôle de l'État. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Rien. Ou alors, comme le dit Stéphane, des clopinettes, quelques millions d'euros au regard du problème des migrations que nous vivons aujourd'hui sur notre territoire et que vivent d'autres pays, ce n'est rien. Donc les réponses qui nous sont apportées sont complètement décalées. Juste pour préciser pour nos téléspectateurs, l'enveloppe est de 141 millions d'euros. Les mineurs non accompagnés, ça coûte au département plus d'1 milliard. C'est le différentiel qu'il faut compter. Moi, j'étais un des premiers présidents à l'ADF
à alerter le précédent gouvernement, mes amis gouvernement, pour leur attention, cette question-là va nous péter à la figure. Nous sommes tiraillés sur nos territoires entre notre humanité, la nécessité d'accueillir tous ces jeunes qui sont dans la détresse, au-delà même de l'obligation qui nous est faite de les accueillir, et les réalités des capacités, des compétences. Mais la question de la minorité, ce n'est pas au département de la supporter. Nous n'en avons pas ni les compétences, ni les capacités, ni même l'autorité. Ce n'est pas qu'une question d'enveloppe financière. Pas que, mais c'est quand même largement aussi une question financière. Stéphane Roussel. Mais moi, je partage bien sûr ce que vient de dire Philippe. C'est l'honneur de la France d'assumer sa part de solidarité, notamment vis-à-vis des enfants. La France est signataire d'un certain nombre de traités internationaux pour le respect des droits de l'enfant. C'est l'honneur des départements qui ont une compétence particulière en matière de protection de l'enfance d'assumer cette mission. Et moi, je suis fier que mon département participe à l'accueil des mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés. Mais la réalité, c'est que on ne peut pas continuer à faire supporter par les budgets locaux et donc par le contribuable local l'essentiel de cette charge. Pour mon département, en quelques années, le nombre de mineurs non accompagnés a été multiplié par 3. À la fin de l'année, il y aura plus de 1200 mineurs non accompagnés en Seine-Saint-Denis. La compensation par l'État, c'est 10%. C'est 10%. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas supportable parce qu'on revient exactement à ce que je disais précédemment. On fait la solidarité, elle est de plus en plus assumée par des populations un peu moins pauvres pour le plus pauvre. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Juste une prise en charge à 100% par l'État de cette question des mineurs étrangers isolés. En tout cas, le compte n'y est pas. Et c'est pas annoncer 140 millions alors que nationalement ça coûte 1 milliard qui suffira. Alors que les questions migratoires, elles sont devant nous. Il faut dire la vérité à nos concitoyens. Compte tenu de ce qui se passe en Afrique, compte tenu des questions, des problématiques climatiques, cette question migratoire, elle va continuer de se poser. Donc oui, il faut que, à la fois dans une nouvelle alliance entre l'État et les collectivités locales, on traite cette question. Et il faut le traiter dignement, humainement, parce que la plupart de ces enfants, la réalité, c'est que bien souvent, ils ont des parcours exemplaires, parce que quand on a traversé la Méditerranée, quand on a parcouru des milliers de kilomètres, ben c'est souvent des individus avec une énergie, une force considérable, et ils ont des parcours tout à fait exemplaires. Mais encore faut-il qu'on soit en capacité de les accompagner dignement dans la durée. Et donc, pour ça, on a besoin que la solidarité nationale, elle joue tout son rôle. Alors, on a bien compris sur cette question des mineurs non accompagnés. L'autre question, c'est le financement des allocations individuelles de solidarité. On en a parlé, mais le fonds de soutien que vous promet le gouvernement, eh bien, il est sur 3 ans et non plus sur 1 an, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Est-ce que ça, quand même, Patrick Veyten, ça vous rassure? C'est tout juste le fonds d'urgence que nous avons obtenu pour 2018, alors que nous avions 200 millions d'euros dans le cadre d'une décision qui a été prise par le gouvernement précédent. Nous n'avons pas besoin d'un fonds d'urgence. Je crois que nous avons besoin d'une pérennisation de la solidarité nationale en faveur des bénéficiaires du RSA. Je crois que c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, malheureusement, le nombre de bénéficiaires continue à augmenter. La charge continue à augmenter. Et nous n'assumons pas, comme nous le devrions, le retour à l'emploi de ces personnels. Et donc, pour nous, il est absolument essentiel et important qu'on ait une véritable organisation, un véritable plan qui soit mis en place et organisé de façon réciproque entre les départements et le gouvernement. On l'entendait tout à l'heure avec Philippe Grosvalet, ce n'est pas forcément qu'une question d'enveloppe financière. Qu'est-ce que vous attendez, Nadège Lefebvre, de l'État, au-delà d'une question d'argent ? Eh bien, de prendre en considération, si on reste sur les mineurs non accompagnés, je le disais tout à l'heure, il faut regarder le problème dans son ensemble sur l'enfance. Moi, à un moment où je vois le nombre de MNA augmenter considérablement dans mon département, en même temps, je vois des enfants du département qu'il faut retirer à leur famille parce qu'il y a des problèmes graves. Je voudrais ajouter à ce qui a été dit tout à l'heure, je partage complètement. Ce qu'il y a, c'est que ne perdons pas de vue que ce sont les présidents des départements qui ont la responsabilité pénale. Or, à un moment, nous n'avons plus de place. Dans certaines communes, on ne veut plus qu'on retrouve des locaux pour les mineurs non accompagnés. Qu'est-ce qu'on fait ?
Sauf qu'à un moment, on ne peut pas avoir un dialogue comme ça en donnant 3 sous alors que ça nous coûte énormément cher. Mais il n'y a pas que ce problème d'argent, il y a également un problème humain qui, on ne voit pas la sortie de ce problème humain parce que c'est tous les jours qu'on a des situations de plus en plus dramatiques. Et je disais tout à l'heure, des jeunes qui n'ont rien à faire dans nos établissements, qui relèvent d'un établissement psychiatrique ou qui relèvent d'un établissement de la PJJ. Stéphane Troussel, vous avez écrit au Premier ministre hier, je crois. Qu'est-ce que vous lui avez dit? D'abord, je lui ai rappelé à la veille de l'ouverture de ce congrès de l'ADF les questions qu'il fallait traiter pour l'ensemble des départements et j'ai alerté plus particulièrement sur la situation de la Seine-Saint-Denis. J'ai cité le cas des MNA, mais j'ai un autre exemple en Seine-Saint-Denis, c'est la question du retour des enfants qui malheureusement ont été entraînés dans la folie par leurs parents en Syrie sur des théâtres de conflit. Il s'avère que l'aéroport de Roissy est rattaché judiciairement au tribunal de grande instance de Bobigny. Là encore, moi, j'ai assumé ma responsabilité parce que je considère que c'est une mission d'intérêt général et que c'est l'intérêt de la société tout entière que la puissance publique, elle organise l'accompagnement, le rétablissement, la reconstruction de ces enfants qui sont français. Mais qui, pour ceux qui sont revenus, sont 37 exactement. Ils sont tous pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis. 3 seulement avaient des parents originaires, avant de partir sur ces théâtres de guerre, avaient des parents originaires de Seine-Saint-Denis. Vous savez combien ça coûte au département de la Seine-Saint-Denis? 2,8 millions. Et l'État, pour cette mission qui relève de l'intérêt général, 250 000 euros, l'État accorde à la Seine-Saint-Denis. C'est un pur scandale. C'est un pur scandale. Et j'ai rappelé ces chiffres-là au Premier ministre. Donc encore une fois, je reviens à la notion que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que ce gouvernement prend la mesure de ces questions de solidarité qui sont posées au pays tout entier? Et je crois qu'il devrait se souvenir, encore une fois, des conditions dans lesquelles le président de la République a été élu. Il a été élu à 65%, un peu plus, je crois, face à l'extrême droite. Donc, il ne peut pas maintenant régulièrement faire des discours sur le risque qu'il y a entre d'un côté les nationalistes et ce qu'il appelle son camp progressiste et finalement avoir des actes qui chaque jour sont finalement du carburant pour l'extrême droite et les nationalistes. Parce que quand on abîme l'idée de solidarité dans notre pays, eh bien, on met du carburant dans le moteur des nationalistes et des populistes. Mais en même temps, vous appartenez tous à des majorités ayant exercé le pouvoir avant Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut faire porter le chapeau à Emmanuel Macron? Je rappelle que la baisse des dotations globales de fonctionnement, c'est sous Nicolas Sarkozy qu'elle a débuté, Philippe Grosvalet. Elle a été poursuivie sur François Hollande. Est-ce que Emmanuel Macron est vraiment responsable de la situation actuelle des départements? Mais bien pire que cela. Le gouvernement que je soutenais a annoncé la fin des départements. J'étais à l'Assemblée nationale quand Manuel Valls annonçait la fin des départements. Mais je me suis battu contre mes amis parce que je faisais la démonstration que c'était une très mauvaise idée pour la France. Que les politiques de solidarité dont nous sommes les chefs de file sont conduites par les départements et que c'est dans l'intérêt de nos concitoyens. De la même façon, je me suis opposé en son temps à cette mauvaise idée de vouloir étendre le modèle de Lyon, ce fameux modèle métropolitain, de faire disparaître les départements en zone métropolitaine. Bien sûr que, et précédemment, avec M. Sarkozy, nous nous sommes opposés aussi à la fin de la taxe professionnelle qui a affaibli toutes les collectivités locales. Donc nous le disions, ça dure depuis trop longtemps. Nous avons besoin maintenant d'un véritable contrat de confiance. Tous les présidents de la République nous parlent de confiance. Alors, un coup on les supprime, un coup on les supprime en ville, un coup on nous contractualise. Il y a une mesure, vous évoquiez la question, qui ne coûterait rien. Les ministres pourraient l'annoncer dès demain. C'est celle, par exemple, de sortir de ce fameux contrat que je n'ai pas signé, auquel on nous oblige de limiter nos dépenses à 1,2%. De sortir les 3 AIS. Nous n'avons aucune maîtrise, qui sont faites pour le compte de la nation, de la solidarité nationale, et on va nous imposer là-dessus, alors qu'on sait très bien qu'elles augmentent toutes partout de beaucoup plus que 2%, qui est le plafond qui nous est fixé. Elles augmentent de 3, 4, 5, 6%, parce que dans chaque département, la situation est différente. Eh bien, si demain les ministres nous disaient, voilà, effectivement,
on conçoit que ce n'est pas de votre responsabilité que les dépenses augmentent. Ce ne sont pas des dépenses de fonctionnement. Nous les sortons de ce panier. Ça ne coûterait rien au gouvernement. Ce ne serait évidemment pas suffisant par rapport à toutes les exigences que nous posons, mais ce serait un signe. Et vous pensez que Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu peuvent vous l'annoncer demain? Vous pensez que vous pouvez être entendus Je ne sur suis ce pas sujet? au gouvernement, mais je sais que ça ne leur coûterait rien et que ce serait de nature, je crois, globalement, à donner un signe de ce dialogue renoué, renouvelé auquel nous appelons. Merci beaucoup Philippe Grosvalet. Je vous allais laisser votre place, je crois, à Mathieu Klein, votre collègue du département de Meurthe et Moselle. Demain, on le disait, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu seront présents. Et pas seulement pour un discours, mais aussi pour un débat avec 6 présidents de département. Est-ce que c'est aussi pour vous une manière de montrer que ces propositions, il faut les discuter et que vous n'allez pas les accepter telles quelles, Patrick Weiten? Tout d'abord, la première démonstration, c'est que nous nous sommes remis autour de la table de la discussion et de la négociation. Je crois que c'est important qu'il y ait ce moment de concertation, de discussion et d'écoute des départements, mais des collectivités territoriales en général. Le deuxième point, et cela a été évoqué à plusieurs moments, c'est que voulons-nous comme France des territoires? C'est-à-dire à la fois des questions de compétences qui sont aujourd'hui posées. Nous avons eu le Big Bang des compétences. Ensuite, nous avons eu le Big Bang fiscal qui nous a retiré un certain nombre de moyens financiers. Nous avons eu le Big Bang financier qui nous a... on a été victime d'une diminution drastique des dotations de l'État pour le département de la Moselle. C'est 135 millions d'euros qu'on n'a pas réinvestis dans l'économie de proximité non délocalisable. Et puis nous avons aujourd'hui ce Big Bang de ces cotisations, de ces AIS que nous assumons seuls de façon très importante. Et enfin, nous avons ce pacte financier, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans ce Big Bang budgétaire, alors qu'on nous avait promis que nous allions rentrer maintenant dans une démarche girondine, alors qu'on est dans le jacobinisme dramatique. Et donc, ce que nous attendons des ministres qui vont se succéder à la tribune demain, c'est effectivement ces nouvelles simples. Je crois que cette démarche qu'a évoquée mon collègue sur ce pacte financier, retirons de ce pacte financier de 1,2% les AIS, parce qu'à chaque fois que ces AIS augmentent, nous devons trouver des économies dans ce que j'appelle des dépenses aléatoires. C'est la culture, c'est le sport, c'est l'éducation, c'est ce qui fait la cohésion sociale. Et je pense qu'il est important que nous soyons écoutés. Cela ne coûtera rien, mais je pense qu'il est indispensable, puisque la situation, et vous l'avez évoqué, la situation sociale et la situation politique est éminemment tendue. L'une des solutions, c'est la décentralisation. Revenir au plus proche du citoyen pour lui apporter les services de proximité qu'il attend et que ça ne soit pas décidé depuis Paris, et que ça soit uniforme sur l'ensemble des territoires, alors qu'on sait qu'on a la diversité à la fois par l'histoire, à la fois par l'identité, mais également par les difficultés sociales, voire pour le dynamisme économique et l'innovation. Alors tout cela pose la question de l'autonomie fiscale et financière des collectivités des départements. On accueille Mathieu Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président socialiste du conseil départemental de Meurthe et Moselle. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui l'autonomie fiscale et financière des collectivités, mais surtout des départements, est en danger ? Écoutez, en 2010, Nicolas Sarkozy a supprimé pour les conseils généraux de l'époque la part départementale de la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, la part départementale de la taxe sur le foncier non bâti. Donc dans mon département, par exemple, l'autonomie fiscale qui était de l'ordre de 40% des recettes est tombée en dessous des 20. Et aujourd'hui, je dois être à 18 à 19% d'autonomie fiscale. Ce qui veut dire, parce qu'il faut parler concrètement pour vos téléspectateurs, que lorsque l'Assemblée, les élus du peuple délibèrent sur les recettes, ils ont la maîtrise aujourd'hui de moins de 20% de celles-ci. 80% des recettes du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et c'est des proportions similaires partout ailleurs, viennent de dotations, ou en tout cas sont décidées par d'autres que par les élus. Ce qui fragilise, oui, la démocratie territoriale. Alors, aller plus loin pour supprimer, comme c'est envisagé aujourd'hui, la part départementale de la taxe sur le foncier bâti, ça revient mécaniquement à affaiblir le fondement démocratique de l'Assemblée départementale. Je ne crois pas que ce soit ainsi que l'on réforme les collectivités territoriales.
Et j'ai ce souci, on l'a vu avec les régions dans le mandat précédent, dans les mandats précédents, qui n'avaient pas d'autonomie fiscale et seulement une autonomie financière. Elles ont obtenu, sous le quinquennat de François Hollande, une part de la TVA qui leur est aujourd'hui dévolue, ce qui leur donne donc, à défaut d'une autonomie fiscale, une autonomie financière plus importante, ce qui permet donc d'asseoir des choix, de faire des choix d'investissement plus importants. Il faut que les conseils départementaux, dès lors qu'ils ont des responsabilités majeures qu'ils exercent pour le compte de la nation, la solidarité nationale tient une large part à l'action des conseils départementaux, puissent voir la base de leur financement, de leurs dépenses et de leurs recettes assises de façon solide. Vous demandez vous aussi comment une région, une fiscalité dynamique? Mais naturellement, sinon nous devenons une agence. Pourquoi est-ce que l'État aurait besoin de départements sans autonomie fiscale pour finalement servir de guichet d'aide sociale? La caisse d'allocation familiale fera ça très bien. Moi, je ne veux pas que nous devenions une grande CAF bis. Nous sommes une collectivité de plein exercice, élue sur la base de projets territoriaux, et nous voulons pouvoir les exercer pleinement et de façon souveraine. Stéphane Troussel, ce matin, François Sauvadet, qui prononçait un des discours d'ouverture de ce congrès, a dit « pas touche au foncier bâti des départements ». C'est votre ligne rouge? Bien évidemment. Compte tenu de la démonstration que vient faire Mathieu Klein, vous voyez bien que toucher au foncier, à la part départementale du foncier bâti, c'est achever définitivement l'autonomie fiscale des départements. Donc ce n'est pas possible. Sinon, nous ne sommes plus une collectivité de plein exercice et qui fait des choix vis-à-vis de ses recettes et qui fait des choix vis-à-vis de ses dépenses. Déjà, nous assumons à travers le transfert de ces grandes allocations individuelles de solidarité une part importante de la solidarité nationale sur laquelle, encore une fois, pas plus le président de département de la Meurthe-et-Moselle que celui de la Seine-Saint-Denis, de la Moselle ou de l'Oise, nous décidons ni du montant, ni des critères d'éligibilité au RSA, à l'APA ou à la PCH. Et donc, pour nous permettre de continuer de faire des choix, il faut pouvoir maîtriser un certain nombre de recettes et faire des choix volontaristes sur les autres politiques publiques. Parce que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, un des départements le plus jeune de France métropolitaine, j'ai des besoins liés à la construction de collèges. Mon collègue de Moselle a d'autres besoins en matière d'accueil des personnes âgées dépendantes. J'ai besoin de continuer de soutenir des crèches collectives pour accueillir un nombre de jeunes enfants bien plus élevé que dans d'autres départements. Et donc ça, c'est le résultat de la situation de nos territoires, des politiques volontaristes que nous décidons les uns et les autres en fonction des caractéristiques de nos territoires, mais aussi des choix politiques. Et c'est un mot noble de faire des choix politiques, contrairement parfois à ce qu'on peut croire dans la bouche de certains ministres qui voudraient nous faire croire que finalement, qu'il n'y aurait que des bonnes réponses techniques. Non, il faut... Une des raisons de la difficulté des situations actuelles, c'est notamment la crise de confiance, la crise démocratique. Et rétablir de la confiance entre nos concitoyens et les institutions, eh bien, ça passe aussi justement par le renforcement de ces institutions démocratiques de proximité. Alors on entend bien vos demandes, vos attentes, votre colère aussi parfois. À la colère des élus risque de s'ajouter celle des Français. Le 17 novembre auront lieu des manifestations, le mouvement des Gilets jaunes contre la hausse des carburants. Gérard Larcher, qui était sur notre plateau ce matin, disait « Je crains l'affrontement ». Est-ce que vous aussi, Nadège Lefebvre, vous redoutez cette journée du 17 novembre ? Oui, un peu, parce que on sent que la colère, ça gronde depuis un moment. Et là, c'est un mouvement citoyen. Et ça veut dire aussi que les citoyens en ont ras-le-bol, ils veulent être écoutés. On sait que c'est pas facile. On sait que gérer un pays, c'est pas simple, comme gérer nos collectivités. Mais à un moment, nous sommes des collectivités de proximité. Donc, nous avons bien sûr un contact avec nos populations, puisque les départements, ça va de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Eh bien, on a un contact, on est obligé d'aller vers eux pour connaître vraiment les besoins et pour mettre en place les structures. Eh bien, à un moment, moi, je demande simplement à l'État de regarder ce qui se passe dans ce pays et d'échanger, d'avoir vraiment de la concertation. Et je pense que les choses iront mieux quand tout le monde aura pris conscience qu'à un moment, il faut s'écouter les uns les autres. Patrick Weiten, vous la sentez, vous, cette colère sur le terrain dans votre département? Oui, la colère monte. Aujourd'hui, et monte de tous les territoires et de toutes les générations. Je crois que c'est important. Aujourd'hui, il n'y a plus de ligne directrice. Aujourd'hui, il y a des coûts les uns après les autres, des coûts fiscaux, des coûts financiers. Et on peut constater qu'on touche véritablement à la proximité et à la réalité de vie
de nos concitoyens, au quotidien de nos concitoyens, se chauffer, se déplacer pour aller travailler, c'est-à-dire toucher à ce que représente la vie au quotidien des plus jeunes et des moins jeunes. Et donc c'est une grande difficulté que nous avons. Alors on nous promet ensuite une diminution de la taxe d'habitation. Aujourd'hui, nos concitoyens vivent une situation dramatique et non pas la réponse que l'on devrait avoir. Ensuite, on nous promet éventuellement une prime à la mobilité avec un calcul qui relève du carré de l'hypoténuse du cercle, c'est-à-dire qu'on n'y comprend rien. Et on va financer, et cela a été dit à la tribune tout à l'heure, des fonctionnaires à Bercy qui vont calculer cette prime-là, alors que nous sommes dans une situation où le carburant, ou le fuel, ou ce quotidien est surtaxé. Et donc, pour nous, il est important d'entendre cette expression, parce que c'est la colère, c'est l'exaspération. Ensuite, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que ce ne sera plus la démocratie qui va s'exprimer, ça s'exprimera dans la rue, voire dans les urnes. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important que l'on entende cette expression. Et nous sommes les relais de cette expression démocratique. Et je pense que, de par la décentralisation, de par la mise en œuvre de moyens adaptés pour essayer d'améliorer la vie de nos concitoyens, c'est aussi une solution pour apaiser et regagner de la confiance entre le territoire et l'État. Nous avons besoin de confiance. Nous n'avons pas besoin d'un pacte financier qui nous est imposé, mais véritablement d'un contrat de confiance entre les collectivités territoriales et donc les citoyens et l'État. Mathieu Klein, on entendait Patrick Weiten dire que cette colère, elle peut aller plus loin. Est-ce que si le gouvernement n'entend pas, vous diriez qu'il y a un risque de montée des extrémismes? Vous savez, on n'est plus dans le risque de montée. Je crois que depuis bientôt maintenant une quarantaine d'années, progressivement, s'est installée dans notre pays une vague de contestation, y compris même d'ailleurs d'un pacte démocratique et républicain. Je voudrais quand même faire preuve, il faut qu'on fasse preuve tous de responsabilité par rapport aux enjeux de la transition écologique. Nous avons aujourd'hui à inventer ensemble, les territoires, l'État et d'ailleurs bien au-delà de la France, un modèle de développement soutenable, car la consommation des énergies fossiles et la réduction finalement aujourd'hui des ressources naturelles est un élément qui fragilise non plus dans 3, 4, 5, 6 générations, c'était une fragilisation immédiate. Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, je voudrais vraiment dire de façon très très forte que la ruralité ne peut pas être celle qui paye tous les pots cassés. Les personnes les plus faibles et les territoires les plus fragiles sont aujourd'hui 4 fois plus exposés à l'augmentation du prix des carburants. Donc il faut inventer aujourd'hui un système qui ne soit pas un système punitif pour permettre à toutes celles et tous ceux qui rêveraient peut-être, oui, de consommer plus écologiste, d'avoir des voitures vertes, une énergie propre, de pouvoir y accéder. Ça, c'est un véritable défi social et environnemental. Rapidement, pour terminer avec vous, Stéphane Troussel, est-ce que finalement, cette colère des Français qui monte, paradoxalement, elle ne vous aide pas? Est-ce que vous, les élus locaux, avec cette colère, vous n'êtes pas plus audibles? Votre parole n'est pas plus forte auprès de l'exécutif? Écoutez, moi je ne raisonne pas de cette manière-là. Je pense que s'il y a de la colère qui monte dans le pays, c'est aussi face au choix actuel de ce gouvernement et ce sentiment finalement que c'est à la fois inefficace et surtout profondément injuste. Comme Mathieu, je pense qu'il faut changer la fiscalité pour favoriser la transition écologique. Mais le sentiment qu'ont les Français, c'est que c'est d'abord aux plus fragiles, aux plus modestes, qu'on demande de faire un certain nombre d'efforts. Ce gouvernement, depuis 18 mois, il a trouvé des moyens pour faire un certain nombre de cadeaux fiscaux aux plus riches de ce pays. Eh bien ça suffit. On a bien compris. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 11h, notamment pour suivre l'un des temps forts de ce congrès, le débat entre Jacqueline Gourault, Sébastien Lecornu et les présidents de département. Rendez-vous donc demain 11h, toujours en partenariat avec TVRN. Très bonne soirée à tous. Public Sénat, avec le soutien de l'Assemblée des départements de France et TVRN, vous a présenté